l'implantation de ces femmes dans les entreprises. Et pourtant, vous savez qu'il y a une obligation au 1er janvier 2017 qui oblige normalement les entreprises du CAC 40 à avoir au moins 40% de femmes dans leur rang, au niveau du conseil d'administration. Malheureusement, ça s'arrête seulement au conseil d'administration du CAC 40. D'ailleurs, je me souviens de tête qui existe, qui s'appelle Leaders, qui a été montée concernant justement cette transformation et le rôle que les femmes doivent apporter, bien évidemment à travers des stages. Aujourd'hui, on voit de nombreuses chefs d'entreprise qui sont des femmes. J'accompagne également bénévolement dans une association qui s'appelle Force Femmes à cette transformation de l'économie et la transformation digitale. D'ailleurs, si vous voulez... Et ça, heureusement un peu moins aujourd'hui qu'avant, mais c'est quand même un combat qu'il faut continuer à mener. Donc j'ai été banquière, vraiment. Ça veut dire que j'ai fait du financement d'entreprise pendant de nombreuses années, donc j'ai vraiment financé des boîtes. Et pendant que j'exerçais ce métier, j'ai rencontré des créateurs d'entreprises qui venaient chercher de l'argent dans les banques et qui trouvaient pas beaucoup d'écoute, parce qu'on leur disait, ah bon, présentez-nous vos 3 derniers bilans, présentez-nous ceci, présentez-nous cela. Ils n'avaient pas évidemment de 3 bilans, puisqu'ils voulaient se lancer, ils n'avaient pas encore de clients, ils n'avaient rien, et on leur disait, mais enfin, petit rigolo, allez donc voir ailleurs. Et moi, je suis passionnée d'entrepreneuriat et j'ai vu de très belles idées que je n'ai absolument pas pu financer puisque mes comités de crédit n'auraient jamais accepté et les quelques dossiers que j'ai présentés se sont fait retoquer, bien entendu. Donc c'est quelque chose que j'ai gardé pendant pas mal d'années en me disant, bon, c'est dommage, c'est triste. Et puis, j'ai évolué dans ma carrière et j'en avais un peu marre de faire du financement. Et j'ai fait de la formation de cadre. Ça m'a beaucoup plu et je me suis orientée vers des études de coaching. Et donc je suis coach un petit peu comme notre amie Farida, c'est ça, voilà. Donc me voilà partie dans une autre carrière. Et là, qu'est-ce qui m'arrive? Je rencontre de jeunes entrepreneurs. En général, d'ailleurs, les enfants de quelques patrons que je coachais et qui me disaient, bah, mon fils, ma fille a envie de créer sa boîte, mais c'est bien dur, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, partant de là, je me suis intéressée à quelques jeunes talents. Et alors, moi, j'ai la passion des jeunes talents et je me suis rattrapée. Je me suis rattrapée parce que bah, toutes ces frustrations que j'avais connues quand j'étais dans cette banque et que je n'arrivais pas à financer ce que je voulais, je me suis dit, bah, je vais les aider, ces jeunes, à réussir leurs projets, je vais les coacher. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne mettrais pas de l'argent dans leur boîte, après tout? Ça serait une bonne chose. Et c'est comme ça qu'à la croisée des chemins, vous trouvez aujourd'hui mon engagement dans Femmes Business Angels, qui est aussi un engagement féminin. Alors je vous explique. Un business angel, c'est quoi? C'est une personne, un particulier, qui met son argent personnel, qu'il investit dans des startups. Cet argent est à lui. Et donc, il n'a pas à se référer à un comité quelconque pour prendre sa décision. Donc, voilà, il peut réaliser donc en pleine responsabilité ses investissements. Donc, j'ai rejoint une association de business angel pour essayer justement de retrouver ma passion. Et je me suis rendu compte, j'ai intégré en fait un réseau, il y avait une centaine de personnes, on était 2 femmes. Je me retrouvais dans mes vieilles histoires, dans mon vieux combat de pionnière, 30 ans avant, où je me retrouvais seule femme à vouloir financer des entreprises. Je me suis dit, c'est pas possible, il n'y a que des hommes, mais que font les femmes, où sont-elles? Et j'ai appris qu'il y avait un réseau qui s'était créé, qui s'appelait Femmes Business Angel. Je me suis dit, tiens, j'allais voir ce qui se passe là-bas, c'est quoi? Alors donc c'était un réseau qui avait déjà démarré. Il n'y avait pas beaucoup de monde, et je me suis demandé bon, comment on pouvait développer tout ça. Alors, de fil en aiguille, bon, je ne vous raconte pas tout, pas beaucoup de temps, mais bon, je me suis retrouvée au bout de quelques temps entre nous tout à l'heure, une femme
une femme, même sans diplôme et tout, elle sait gérer. Une femme, c'est la patronne du foyer. Elle a instinctivement beaucoup de bon sens et beaucoup de capacités. Et il n'y a aucune raison au monde qui peut... Start-up. Alors ce sont des start-up innovantes, c'est très important parce que s'il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de gros développement. Et donc on investit dans des boîtes innovantes à potentiel. L'idée étant bien sûr, c'est pas de la philanthropie, c'est de retrouver... Énormément de messages, c'est vrai, on se croirait dans une petite ville de 30 000 habitants et je voulais absolument voir les grandes villes. C'était mon truc, il fallait que je voyage, que je vois les grandes villes. Donc j'ai commencé par Marseille en étant étudiante, et puis à 19 ans, je suis partie de France. Et de fil en aiguille, j'ai atterri aux États-Unis parce que je voulais simplement perfectionner mon anglais. J'étais partie pour 1 an, j'y ai passé plus de 10 ans donc à New York et j'ai un peu surfé la vague, comme on dit souvent, c'est-à-dire que, voilà, effectivement, la vie est pleine de miracles, pleine de surprises, et c'est très important de jamais se mettre de limites. Enfin, j'aimerais citer en fait Martin Luther King qui disait que avoir la foi, c'est savoir prendre la première marche, même quand on ne sait pas du tout où mène l'escalier. Et moi, ma vie, ça a été souvent ça. C'est que des fois, on sait... Il faut se faire confiance et il faut oser prendre cette première marche. Il faut y aller au culot et ne pas se mettre de limites. Et j'aimerais aussi citer en fait Michelle Obama et rendre un hommage aux hommes. Parce que bon, je pense que sans Michelle, il n'y aurait pas eu Barack Obama. Je crois que vous tous le constatez. Et en fait, Michelle Obama, elle a cité son père. Et elle a expliqué que si elle était la femme qu'elle était aujourd'hui, c'était grâce à son père, parce qu'elle avait très jeune, en tant que fille, vu de l'admiration et du respect dans le regard de son père. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose... Je pense que, en fait, tout ça, le droit des femmes, le droit des minorités, c'est les droits civiques. Et c'est qu'on est différent. Une femme n'est pas un homme, une personne de couleur n'est pas une personne blanche, donc on est différent. Par contre, notre différence doit être une richesse et on doit avoir les mêmes droits. On doit être égaux dans nos droits. Et quand Michel citait son père, ça a vraiment résonné avec moi en tant que femme. Parce que moi, mon père était gynécologue accoucheur. Il a exercé en Afrique. Et il me parlait de ses expériences. Et il avait un très profond respect pour les femmes parce que quand vous passez votre vie à accoucher des femmes, et à faire naître la vie, tout simplement, il y a des choses que la vie vous apprend d'instinct. Et donc j'ai eu la chance, et ma mère était très au courant de tout ce qui était l'émancipation des femmes et le combat pour les droits en fait, des femmes. Et j'ai eu la chance qu'on m'enseigne ces valeurs-là. Et ce parcours, je le vois aujourd'hui dans les combats qui se mènent. Et en fait, souvent, des fois, on prend les choses pour acquises. Moi, je me rappelle, ma mère, elle me parlait justement des droits des femmes, la pilule, le fait qu'en France, les femmes ont eu le droit de vote juste après la guerre, en 1945. Le fait que l'année de ma naissance, 1975, c'est l'année où les femmes ont eu le droit de posséder un compte en banque en France sans la signature expresse de leur mari. Avant, donc ça voulait dire qu'avant, elles n'avaient pas l'indépendance financière. Vous ne pouviez pas avoir un compte en banque. Donc quand vous n'avez pas de compte en banque, vous n'avez pas d'argent, sans l'accord de votre mari, si votre mari ne veut pas que vous partiez et que vous travaillez, vous ne pouvez pas le faire. Le viol dans le mariage n'est reconnu comme un crime que depuis 1980. Moi j'ai l'exemple de ma tante qui se faisait taper dessus par son mari, elle s'est enfuie, elle est allée porter plainte, c'était en 1982, donc c'était même après cette loi. Quand elle a fini sa plainte, le policier a dit « Mais attendez madame, il s'agit de votre mari ?» Elle a dit « Oui ». Je souhaite divorcer. Il a dit mais madame, qui aime bien châtie bien. C'est-à-dire que c'était à l'époque normal. Voilà, donc il y a énormément de combats comme ça. Et pour rebondir, enfin, moi j'ai vraiment été inspirée par ce que vous disiez. Pour rebondir, je pense que c'est très important de toujours, des fois on a le creux de la vague. Enfin, moi je l'ai traversé, on a tous traversé des périodes où on se remet en question et on est proche du désespoir. Mais en fait, les anciens, ils nous enseignent aussi de ne pas justement désespérer, de ne pas lâcher prise. Et donc, moi, bon, j'ai vécu 10 ans aux États-Unis, c'est vrai que j'ai été extrêmement inspirée par la communauté afro-américaine. Je dois même leur rendre hommage encore plus parce que je pense qu'ils
révéler la foi grâce au gospel. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ça s'est fait en tout cas, et ça a été magique. Voilà. Et parce que moi, les Afro-Américains, et je dois dire aussi la diaspora juive aux États-Unis. Pourquoi ces deux populations en particulier? Parce que pour moi, c'est des peuples qui ont extrêmement souffert. Enfin, je veux dire, les Afro-Américains, c'est 400 ans de combat. On arrache des gens en Afrique, vous connaissez beaucoup mieux l'histoire que moi, mais voilà, ils traversent les bateaux. Ceux qui ne sont pas morts dans les bateaux arrivent et ils se prennent pendant 400 ans d'atrocités, et au final, ils s'en sortent quand même, et ils deviennent... Enfin, aujourd'hui, on a le président Barack Obama, l'homme le plus puissant du monde, donc c'est magique. Et en fait, tout ça pour dire qu'il faut bien regarder, il ne faut pas perdre de sens des réalités, même quand on désespère. C'est-à-dire qu'il y a 200 ans, l'esclavage, d'accord, était un système économique établi. Donc il y avait plein de gens qui disaient, mais oui, c'est désastreux, c'est terrible, mais ça ne changera jamais, ça ne changera jamais, ça fait vivre des économies entières. Et aujourd'hui, c'est interdit. Enfin, il y a une loi qui dit que dans la plupart des pays du monde, c'est juste interdit. Et donc je pense que moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est rendre hommage à l'Afrique et la comparer justement à une très belle femme, à une grande dame, puissante. Et je pense que ça va résonner avec nous toutes et nous tous, c'est que, en fait, il faut soi-même prendre conscience de sa valeur. Et il faut soi-même garder la foi et la confiance en soi. Et à partir de là, les gens vous respectent. Si vous vous respectez vous-même, les gens vous respectent. Et ce que je voudrais dire, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, elle a un pouvoir et une puissance énorme. En tant que fournisseur, d'accord, elle est très riche, elle a énormément de ressources et de richesses. Donc il faut simplement dire, maintenant, vous arrêtez de me piller, de me voler et d'abuser mes ressources. Elle a un énorme pouvoir en tant que consommateur parce que la Chine, les États-Unis, l'Europe se battent pour acquérir ce marché. Donc oui, il y a beaucoup de consommateurs, mais il faut juste dire, on va acheter mais pas à n'importe quel prix et on va choisir ce qu'on achètera. Elle a un grand pouvoir en tant que marché de l'emploi, et notamment pour les entrepreneurs et entrepreneuses de demain. Il y a énormément de potentiel de création d'emplois, d'entreprises, de diversité. En fait, la route, elle est ouverte à nous tous. Il suffit juste d'être très positif dans les solutions qu'on va inventer demain, que ce soit les hommes ou les femmes. Voilà, je vous remercie. Merci Catherine, qui a été parcourue, et puis surtout un hommage à cette communauté afro-américaine qui a inspiré à la fois toutes les dynamiques du panafricanisme. Je salue ici l'association Diaspora Solidaire et Participative, Steve Mangou, qui a organisé pendant 1 an et demi un cycle assez intéressant à Paris sur le panafricanisme des idées aux actions, parce qu'on a souvent l'impression que c'est une idéologie morte, une pensée morte, mais elle est à l'œuvre, puisque vous avez évoqué tout à l'heure la question du gospel. Ce qu'il faut dire, nous sommes dans des lieux de culture et d'apprentissage, d'enseignement, de partage. Les Afro-Américains ont inspiré le monde parce que l'Afrique a inspiré le monde. S'il y a un gospel, c'est parce qu'il y a des musiques noires qui ont traversé à travers les bateaux. Ce ne sont pas simplement les hommes qui sont partis à travers les bateaux, mais c'est aussi des cultures qui sont revenues par l'Afrique, en Afrique sous la forme de la rumba, on a vu avec Papa Wemba effectivement, sous la forme du rap, sous la forme du hip-hop. Et c'est bien que vous ayez rappelé aujourd'hui qu'on peut être inspiré par l'Afrique, par les Afro-Américains de différentes manières. Et il y a un jeune qui va clôturer. Un jeune, il porte bien son nom, tous impliqués pour une nouvelle Afrique. Il est jeune, il porte l'espoir, avec lui son association, cette nouvelle Afrique qui aujourd'hui a la particularité, en France notamment, et ceci à travers le GIFA, la princesse Altermat et tous ceux qui participent à cette nouvelle dynamique africaine, d'impliquer nos enfants, nos petits frères, nos neveux qui sont nés en France dans la question de l'Afrique qui se réveille. Obafemi, attends. Elles sont là, elles sont là. Les prêtresses éveillent. Bonjour, je suis de jeunes personnes qui se sont mis ensemble et qui ont décidé d'œuvrer pour faire des projets qui mêlent l'innovation et le développement en Afrique. Et donc, FINA signifie tout s'impliquer pour une nouvelle Afrique. Notre premier projet pilote, était un projet où nous avons collaboré avec des communautés rurales afin d'identifier les problèmes qu'ils avaient au niveau de leur exploitation de riz.
Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des problèmes au niveau des phages de séchage et de stockage. Et ensemble avec eux, bien entendu, nous avons identifié les moyens d'améliorer leur production. Mais cette expérience, surtout, elle nous a permis de nous rendre compte que de la diversité des membres de l'association, on est tous bénévoles, c'est-à-dire qu'on a tous un travail à côté, mais on a décidé de se lier ensemble et de mettre notre engagement pour l'Afrique. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas parce qu'on a une vie active, des obligations, qu'on ne pourrait pas se mettre ensemble et transformer, comme le DSP, nos idées en action. Donc, c'était le deuxième résultat de notre premier projet. Et le troisième résultat de ce projet, c'est que nous nous sommes rendus compte de la place de la femme dans la société africaine. Rendre compte, c'est pas vrai, parce que la plupart d'entre nous ont vécu en Afrique, on est en majorité des Béninois, mais il n'y a pas que des Béninois. Et on s'est rendu compte que la femme africaine, c'est elle, elle a un rôle fondamental dans la construction et l'épanouissement de la famille. C'est elle, en fait, qui, par son rôle et son comportement, transmet la culture à l'enfant. L'enfant qui promouvoir un esprit du consommer local. Donc aujourd'hui, nous croyons fortement sur l'impact social que notre projet aura au niveau local pour ces femmes. C'est très bien développé. Aujourd'hui, il est au premier rang européen et nous sommes le seul réseau français de femmes business angel et je peux vous dire qu'on joue vraiment dans la cour des grands. Voilà. Merci, on se croyait dans une chapelle pour femmes, parce qu'il y a beaucoup de messages positifs et de véritables chantres. Alors, elle connaît un peu plus l'Afrique et elle a une grosse expérience, 15 ans, plus de 15 ans, dans la vente de solutions de gestion de risques et d'investissement sur les marchés de capitaux. Vous conviendrez avec moi que c'est une question qui concerne pleinement les perspectives du continent. Elle participe comme responsable des relations internationales à une aventure nouvelle, c'est la création de la Chambre internationale de commerce pour l'Afrique ou africaine, plus précisément. Catherine Morin, que je vous prie d'applaudir, va nous parler de la question. Et nous, aujourd'hui, nous savons que les femmes, elles connaissent les priorités. Elles connaissent les priorités, elles savent s'organiser même. Il y a le système des tontines, je ne sais pas si vous connaissez le système des tontines en Afrique, dont se cotise, il y a la solidarité. Donc je vais profiter également de cette tribune pour vous inviter à une soirée de gala, mais surtout une soirée de... Nous allons présenter les activités de notre association, c'est une toute jeune association qui a 2 ans. Nous allons présenter les résultats de notre premier projet parce qu'il y a quelque chose qui nous importe. C'est sûr, on fait des actions one shot, mais le but... Merci à toi d'avoir partagé avec nous cette expérience éclairante sur la manière dont la jeunesse africaine se saisit de la question à la fois de l'émergence du continent, de sa renaissance et de ses perspectives économiques. Je vais demander d'applaudir l'ensemble des panélistes. Nous allons ouvrir la séance des questions-réponses. Je ne sais pas si elle fera partie du deuxième panel. À Hermine Godjo, parce que je l'ai annoncé. Hermine Lapéroni, Honorine Godjo. Honorine, parce que Hermine et Honorine sont assises au même endroit. Alors Honorine Godjo, que je demande d'applaudir, qui va venir à ma place ici nous dire ce qu'elle a retenu de ce tour de table, ce premier tour de table, et commencer aussi à partager sa propre expérience. Merci. Merci à toutes ces femmes, sans oublier les hommes, hein, parce que le monde est fait d'hommes et de femmes. Yes. Qu'est-ce que j'ai retenu de cette table ronde? Tout d'abord, des femmes motivées, des femmes qui croient en elles, des femmes qui croient au projet qu'elles ont apporté. La salle, que voilà, vous croyez là, donc la parole est à qui veut bien la prendre pour poser des questions très très brèves, très courtes pour que nous puissions répondre. Le 8 mars 2016, je me retrouve à Abidjan, à une cérémonie comme celle-ci.
je ne savais pas où j'étais invitée. J'étais invitée parce que je suis femme leader et je suis allée en Afrique faire dans le développement communautaire. Et on m'a demandé de représenter une dame que je ne connaissais pas. On m'a demandé de représenter une organisation que je ne connaissais pas. Je vous jure, je l'ai fait très bien. Cette femme m'a fait un briefing de 5 minutes me demandant de représenter chaque homme dans cette salle ce soir. Ne partez pas sans que vos rêves ne se réalisent. Merci. Merci Nadine, merci. On va donc, merci beaucoup Nadine. Ma première réflexion qui en fait n'est qu'un rêve, et voilà, à l'issue de tout ce que nous venons d'écouter, vraiment c'est très Manager chez Camélia Transit. Je suis PDG. Je ne vais pas trop parler de mon statut. Vous êtes PDG? Mais dites-le fort, plus fort. Dites-le plus fort. Oui. Je ne vais pas poser des questions. Camélia Transit, c'est une société qui fait dans le transit, le transport. Import, il fait dans l'import et l'export, l'aérien et le maritime. Nous sommes basés à Garoua, à Gashika. Et l'autre aspect que nous avons, c'est qu'on nous fait de moins en moins confiance. Les gens nous font de moins en moins confiance. Que ce soit dans la finance et que ce soit dans pour nous confier certaines tâches, certains business. Et pourtant, avec beaucoup d'expérience, je me suis rendu compte que quand une femme est à la tête d'une entreprise, les choses marchent, je ne vais pas dire très bien, mais assez bien. Merci. Merci. Et je voulais faire un clin d'œil aussi à Farida. Tout ce qui m'a amené aujourd'hui à être là où je suis, c'est la confiance en moi. Je suis l'aînée d'une famille de 10 personnes. Et quand vous voyez mes frères et sœurs, je suis la plus petite, la plus mince, la plus tout et tout. Mais c'est moi qui suis leader. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu un mari qui m'a fait beaucoup confiance. Et je lui retourne ça. Et nous comptons beaucoup sur les investisseurs venus au Cameroun. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est un Cameroun, c'est un pays en miniature. C'est un pays où on trouve tout ce qui est bien, tout ce qui est bon. Merci. L'initiative. Et elle avait comme parrain la BAD, la Banque africaine de développement. Alors, Princesse, je voulais vous demander, est-ce que vous avez aussi un parrain de cette ampleur? Parce que dans le monde anglo-saxon, ça marche très bien. New Voices, New Faces fait vraiment beaucoup pour la promotion des femmes. Et qu'est-ce qui se passe entre ce réseau francophone extraordinaire que vous avez mis en place et les réseaux anglophones? Parce que l'Afrique est multiple, et sans parler du lusophone aussi. Merci beaucoup. J'ai créé cette ONG Monde et Bonheur qui a été reconnue l'année dernière au Cameroun comme ONG, parce que la filiale de France a installé là-bas depuis 2006. Et donc nous avons un plan sur les 7 points ESA. On en discutera plus tard, c'est bon. Mais je voudrais remercier infiniment ces dames pour les efforts consentis pour le développement de nos pays respectifs. Et moi, je sollicite vraiment ce coaching-là, parce que 25 ans d'entreprise, je ne vous dis pas les coups, les chocs, les chutes. Je pense que là, je vais me relever pour la 6e fois et j'ai besoin d'être coach. Alors, ça fait 6, en général, c'est 8 fois. Donc, je remercie les organisateurs et principalement Marie-Thérèse, avec qui nous avons eu le Mali, a eu des contacts avant que nous fassions assister au début et après les interventions que nous avons suivies. Je n'ai pas de questions proprement dites, mais c'est juste pour féliciter mes sœurs qui sont là, chacune d'elles, pour pouvoir continuer les échanges. Merci. Bravo. Je pense qu'il y a des Sénégalais, c'est comme ça. Ok, donc moi, ma question de sur la réalisatrice, madame, c'est très pertinent que votre voilà, film. Je ne peux pas pleurer parce que vraiment, je ne peux rien faire. Qui a une plateforme justement d'e-commerce et qui livre donc les produits sur l'Afrique. Donc les DVD seront disponibles en français d'ici quelques mois, puisque pour l'instant il n'est disponible qu'en anglais et ça pourra être livré déjà en Afrique. Et également grâce à des plateformes d'e-learning
J'ai eu l'opportunité d'être contactée grâce aux réseaux sociaux par une Malienne, un Ivoirien. Donc, grâce à l'e-learning aujourd'hui, on peut avoir accès à toutes ces informations. Voilà. Avec les femmes effectivement naturellement activées, Catherine Morin de la Chambre internationale de commerce africaine, son expérience américaine, il a ouvert vraiment sur le continent. Nous avons également Farida Akazigari, et puis Sébastien Lamour, et tous les autres, et tous ceux qui sont venus aujourd'hui d'applaudir très fort tous les participants, les spectacles, les débats. Obatemi Marin, Cindy Dorplénon, Nadine Agen, Farida Akadiri, Morin Catherine et Janine Kabassis qui a bien voulu ouvrir cette cérémonie. Merci encore. Il nous a été annoncé tout de suite, c'est le sénateur Rémi Armand et son équipe, que je vous prie d'applaudir très fort. Monsieur le sénateur Rémi Armand, je vous demande de venir à ma hauteur. Est-ce qu'il est là, le sénateur? Très bien. Tout près de Verdun, c'est un pays dont on parle beaucoup actuellement avec le centenaire. Et c'est un grand plaisir pour moi et ma famille de vous trouver ici dans cette belle salle de réunion où manifestement il était question aussi de la parité des femmes en particulier. Alors justement à ce propos, quel est votre avis, votre point de vue sur cette parité homme-femme au sein de la République? Je me suis battu toute ma carrière pour que les femmes arrivent à avoir non seulement par une loi, mais dans la réalité la parité. J'estime que le machisme que l'on a subi dans ce pays de France, qui est pourtant le pays des droits de l'homme, n'est pas en rapport avec nos idéaux républicains. Et que j'ai voté naturellement des deux mains la loi sur la parité lorsque l'on nous a proposé. Alors je me réjouis pour nous qu'il en soit ainsi. Mais je souhaite à tous les pays du monde, le vôtre en particulier. Ce réseau s'est très bien développé. Aujourd'hui, il est au premier rang européen. Et nous sommes le seul réseau français de femmes business angels, et je peux vous dire qu'on joue vraiment dans la cour des grands. Voilà. Merci, on se croyait dans une chapelle pour femmes, parce qu'il y a beaucoup de messages positifs et de véritables chantres. Alors, elle connaît un peu plus l'Afrique et elle a une grosse expérience, 15 ans dans la vente de solutions de gestion de risques et d'investissement sur les marchés de capitaux. Vous conviendrez avec moi que c'est une question qui concerne pleinement les perspectives du continent. Elle participe comme responsable des relations internationales à une aventure nouvelle, c'est la création de la Chambre internationale de commerce pour l'Afrique ou africaine, plus précisément. Catherine Morin, que je vous prie d'applaudir, va nous parler de la question. Et nous, aujourd'hui, nous savons que les femmes, elles connaissent les priorités. Elles connaissent les priorités, elles savent s'organiser elles-mêmes. Il y a le système des cantines, je ne sais pas si vous connaissez le système des cantines en Afrique, dont se cotise la solidarité. Donc je vais profiter également de cette tribune pour vous inviter à une soirée de gala, mais surtout une soirée de... Nous allons présenter les activités de notre association. C'est une toute jeune association qui a 2 ans. Nous allons présenter les résultats de notre premier projet parce qu'il y a quelque chose qui nous importe. C'est sûr, on fait des actions one-shot, mais le but... Merci à toi d'avoir partagé avec nous cette expérience éclairante sur la manière dont la jeunesse africaine se saisit de la question à la fois de l'émergence du continent, de sa renaissance et de cette perspective économique. Je vais demander d'applaudir l'ensemble des panélistes. Nous allons ouvrir la séance des questions-réponses. Je ne sais pas si elle fera partie du deuxième panel. À Hermine Bodjo, parce que je l'ai annoncé. Hermine Lapéronie, Honorine Bodjo. Honorine, parce que Hermine et Honorine sont assises au même endroit. Alors Honorine Bodjo, que je demande d'applaudir, qui va venir à ma place ici nous dire ce qu'elle a retenu de
ce tour de table, ce premier tour de table, et commencer aussi à partager sa propre expérience. Merci. Merci à toutes ces femmes, sans oublier les hommes, hein, parce que le monde est fait d'hommes et de femmes. Yes. Qu'est-ce que j'ai retenu de cette table ronde? Tout d'abord, des femmes motivées, des femmes qui croient en elles, des femmes qui croient au projet qu'elles ont apporté. La salle, pour que, voilà, vous croyez là, donc la parole est à qui veut bien la prendre pour poser des questions très très brèves, très courtes, pour que nous puissions répondre. Le 8 mars 2016, je me retrouve à Abidjan, à une cérémonie comme celle-ci. Je ne savais pas où j'étais invitée. J'étais invitée parce que je suis femme leader et je suis allée en Afrique faire dans le développement communautaire. Et on m'a demandé de représenter une dame que je ne connaissais pas. On m'a demandé de représenter une organisation que je ne connaissais pas. Je vous jure, je l'ai fait très bien. Cette femme m'a fait un briefing de 5 minutes me demandant de représenter chaque homme dans cette salle ce soir. Ne partez pas sans que vos rêves ne se réalisent. Merci. Merci Nadine, merci. On va donc, merci beaucoup Nadine. Ma première réflexion qui en fait n'est qu'un rêve, et voilà, à l'issue de tout ce que nous venons d'écouter, vraiment c'est très intéressant.